Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Ici Nathalie Princesse. Ton gangster en papier buvard est dans le ramasse-miettes. Ratatiné. Maintenant, c'est à moi de jouer. Dans ce nouvel épisode de Ciné pas très connu, je vous propose de redécouvrir celle qui fut la Marilyn Monroe française, j'ai nommé Martine Carol. Une grande vedette des années 50, au destin similaire et à la vie de princesse, que l'on peut résumer sur 20 ans. 10 ans de gloire, 10 ans de calvaire. Elle était l'héroïne en costume, tour à tour Caroline Chéry, Lucrèce Borgia, Madame du Barry, Nana, Lola Montes ou l'impératrice Joséphine. Éclipsée du jour au lendemain, disparue tragiquement à l'âge de 46 ans, son nom a depuis doucement sombré dans l'oubli. Tout commence le 16 mai 1920 dans une petite ville de la banlieue parisienne, avec la naissance de Marie-Louise Mourer. Elle grandit dans une famille aimante, avec sa sœur Evelyne, mais elle s'ennuie et rêve d'une vie exaltante. Comme dans les romans, Marie-Louise, devenue une belle jeune fille, entasse quelques vêtements dans une valise et s'embarque pour la capitale tenter sa chance. La suite est assez classique. Elle s'inscrit aux Beaux-Arts, puis au cours Simon, monte sur les planches, fait un peu de photos et de publicité, lorsque la guerre éclate. Travailleuse acharnée, elle parvient à se faire repérer et commence quelques figurations au cinéma. Nous sommes en 1943 et Marie-Louise Mourer devient Martine Carol. La libération arrive, les rôles s'enchaînent. Elle se teint en blonde, se fait refaire le nez, mais sa carrière peine à décoller. Elle a pourtant donné la réplique à Pierre Brasseur, Luis Mariano ou Jean Gabin, mais on ne la remarque pas vraiment. C'est une petite actrice parmi bien d'autres qui fête ses 30 ans en 1950. Une décennie qui s'annonce sous de bien meilleurs auspices. Un écrivain en vogue, Jacques Laurent, futur académicien, se vante auprès de ses amis de pouvoir écrire un best-seller en moins d'un mois. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il va réussir son pari. Publié sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent, le roman Caroline Chéry se vend comme des petits pains. Le monde du cinéma s'empare illico de ce nouveau phénomène, et le romancier souhaite que son héroïne ne soit pas incarnée par une vedette, mais par une illustre inconnue, dont vous devinez déjà le nom, Martine Carol. Le film, qui sort en février 1951, raconte la vie de Caroline, une jeune et belle aristocrate appelée à vivre des aventures sentimentales et rocambolesques sur fond de Révolution française. C'est un triomphe qui fait enfin de Martine Carol une star de cinéma. Caroline Chéry devient la grande héroïne romantique en robe de princesse, annonçant les futurs Sissi et Angélique. Sans surprise, elle décroche ensuite de nombreux rôles de séductrice, incarnant ainsi, en 1952, l'une des belles de nuit qui viennent visiter l'imaginaire de Gérard Philippe ou l'une des adorables créatures dans la comédie de Christian Jacques. Cette rencontre est déterminante, car entre l'actrice et le réalisateur, c'est le coup de foudre. Le mariage aura lieu 2 ans plus tard. Le cinéaste saura mettre sa femme en valeur en lui offrant ses plus grands rôles à travers 5 films populaires. Pour l'heure, nous sommes en 1953 et elle retrouve son personnage fétiche pour Un caprice de Caroline Chéry. Un deuxième volet réussi mais qui attire un peu moins les foules. Cela tombe bien, Martine Carol ne souhaite pas s'enfermer dans ce rôle. Cette suite sera donc la dernière. Une décision lucide et intelligente, si l'on songe au déboire vécu plus tard par Romy Schneider après son 3e Sissi, ou Michel Mercier et son 5e Angélique. L'actrice est en pleine ascension, tout lui réussit. Martine obtient sa première victoire du cinéma, l'ancêtre des Césars, en tant que meilleure actrice française pour Les Belles de Nuit, réalisée par René Clair. Elle incarne ensuite une célèbre princesse, Lucrèce Borgia, mise en scène par son époux, avec la Renaissance italienne et ses intrigues machiavéliques comme toile de fond. Encore un triomphe qui lui vaudra une 2e victoire du cinéma. Puisque Martine incarne à merveille l'héroïne tragique des siècles passés, n'allons pas changer une équipe qui gagne. Surtout lorsque ces films ont le privilège de sortir en couleur
à une époque où le noir et blanc est encore très majoritaire car beaucoup moins cher. Ainsi, elle devient Madame du Barry en 54, la dernière maîtresse du roi Louis XV, favorite frivole qui finira guillotinée sous la Révolution. Dernier volet de cette trilogie colorée réalisée par Monsieur Carroll, elle incarne Nana en 55, d'après le roman de Zola, la vie d'une cocotte sous le Second Empire, tirée du caniveau par sa plastique, séduisant les hommes du grand monde, avant de se brûler les ailes et de mourir étranglée par l'un de ses nombreux amants. Avec ce film, elle obtiendra sa 3e et dernière victoire du cinéma. Revers de la médaille, Martine Carroll est devenue l'archétype de la poupée de chiffon. L'actrice en costume et perruque, blonde platine aux dents blanches, vedette caricaturale et superficielle. Elle ne le sait pas encore, mais elle devient ringarde aux yeux du public. Pourtant, Martine atteint le sommet de sa carrière en devenant la nouvelle égérie de Max Ophuls, un cinéaste allemand, francophile, que l'on peut qualifier de grand couturier de la pellicule. Beaucoup d'actrices rêvent de tourner avec cet homme qui a si bien habillé Edwige Feuillère ou Daniel Darieux par le passé. Elle incarne Lola Montes dans une biographie de cette courtisane, adulée par tout le monde, avant de sombrer par son attitude scandaleuse, terminant son existence comme attraction touristique dans un cirque ambulant. Martine Carroll joue finalement son propre rôle, une femme qui aura tout obtenu, puis tout perdu. Hélas, lorsque le film sort sur les écrans la veille de Noël, le public est déboussolé, pour plusieurs raisons. Pour commencer, la blonde Martine est redevenue brune, sa couleur d'origine. Ensuite, l'histoire de Lola est racontée d'une façon quelque peu avant-gardiste, une sorte de collage où chaque numéro est annoncé de vive voix par un monsieur loyal survolté, faisant ainsi revivre les grands événements qui ont fait sa gloire d'aventurière. Cependant, ce va-et-vient permanent entre le chapiteau de cirque et les grandes capitales, entre acrobaties spectaculaires et romances majestueuses, déconcerte les spectateurs qui boudent le film. Au bout de quelques semaines, il est retiré des salles, remonté dans une nouvelle version, projeté de nouveau, avant d'être charcuté pour un 3e montage avec une 3e sortie, mais le mal est fait. Le feu d'artifice attendu n'aura pas lieu, et Max Ophuls tourne là son dernier long-métrage avant d'être emporté peu de temps après par la maladie. Avec le recul, ce film, aujourd'hui réhabilité, est, du point de vue critique, le meilleur de Martine Carroll. Pas le plus accessible, ni le plus populaire, c'est vrai, mais il montre un autre visage de l'actrice. Une facette dramatique au sens premier du terme. Une scène marque les esprits tant elle ressemble à la vie de l'actrice. Celle où, terrorisée pour de vrai, elle monte toute une série d'échelles et de plateformes, s'apprêtant à faire le grand plongeon sans filet, pendant que la foule hurle « Plus haut, Lola, plus haut, encore plus haut, plus dure sera la chute ». Martine Carroll est ensuite choisie, avec son mari Christian Jacques, comme ambassadrice du cinéma français. À l'instar de son idole américaine, Marilyn Monroe, ou de sa copine italienne, Gina Lollobrigida, elle part faire découvrir les films de son pays à travers un grand tour du monde qui dure plusieurs mois et débute au printemps 56. Partout, c'est le même scénario de conte de fées. La descente d'avion, les fleurs, les sourires, les révérences, les cadeaux, les visites, la foule en délire, les autographes. Une période fabuleuse mais épuisante qui l'a fait disparaître des écrans. Entre-temps, une petite nouvelle a fait son apparition et pas n'importe laquelle. Brigitte Bardot. Amie dans la vie, la presse à scandale se plaît à monter de toutes pièces une rivalité qui n'existe pas. D'ailleurs, Bébé signera une émouvante préface dans l'une des récentes biographies consacrées à Martine Carroll. Il n'en est pas moins vrai que l'éclosion de cette nouvelle fleur marque une rupture nette dans le petit monde des actrices françaises. Rappelons-nous ce titre choc, et Dieu créa la femme. Alors que toutes les autres comédiennes se pavanent en robe de gala, maquillées, pomponnées, sculptées, admirée sous tous les angles, Brigitte Bardot provoque un séisme en apparaissant telle qu'elle le souhaite, telle qu'elle est. Simple, naturelle, habillée modestement, comme n'importe quelle jeune fille de son époque, donc moderne. Autant dire qu'une Martine Carroll, avec ses robes à crinoline et ses rubans, devient subitement ridicule et affreusement datée. Elle a 36 ans, Brigitte en a 22, la messe est dite. Nous avions l'habitude de voir Martine en vampe, en costume d'époque. Sans costume d'époque. Ciné pas très connu.
la série cinéma de Chandaille et Chignon. Je le savais. Eh bien, je suis sur la trace du voleur du clip et de l'assassin de la comtesse. C'est un de ses familiers. Lorsqu'elle retrouve le chemin des studios, nous sommes en 57 et notre jolie blonde se présente sous une toute nouvelle image dans la dernière comédie de son époux. Elle incarne Nathalie Princess, mannequin dans la haute couture, qui se retrouve embarquée dans une affaire de bijoux volés. Accusée à tort par la police, soupçonnée par les malfrats, elle parvient à retrouver le butin et résoudre l'énigme à travers 1000 péripéties, clouant le bec aux hommes imbéciles du haut de ses talons aiguilles. Il faut la voir, en robe de luxe, émergeant d'un tas de charbon, décoiffée et pleine de suie, tenir tête à ses ravisseurs. Nathalie, puisque c'est le nom du film, est une belle réussite. Ce sera malheureusement l'une des dernières. Lors du tournage, Martine refuse de se faire doubler dans une scène de judo avec son partenaire, Michel Piccoli. Elle retombe lourdement, mal, et c'est l'accident. Vertèbres déplacées et déchirures musculaires. Martine Carole hurle de douleur après son accident. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus du cinéma. Un peu trop réaliste. Voici comment Martine Carole s'est déplacée 5 vertèbres en tournant la scène la plus dangereuse de Nathalie. Le tournage sera interrompu par 2 mois d'hospitalisation. Elle fait alors connaissance avec un traitement qui causera sa perte, la morphine. Voulant reprendre le tournage trop vite, elle commence une consommation qui se transforme en dépendance. Un malheur n'arrivant jamais seul, son couple avec Christian Jacques vole en éclats. Lassée d'être l'épouse d'un mari absent, toujours en tournage, elle demande le divorce. Malheureuse, elle tombe dans le piège des somnifères et de l'alcool qui fait oublier les larmes. Le désastre se concrétise bientôt au grand jour. Sur le tournage d'un film italien, l'actrice explose en plein vol. Elle fait n'importe quoi, arrive en retard, ne sait plus son texte, pique des colères noires pour des robes qui ne lui conviennent pas, elle d'habitude si douce et si gentille. Elle réalise la mort dans l'âme que de nouvelles actrices, plus jeunes et plus jolies, l'ont désormais remplacée dans le cœur des jeunes gens. Elle est seule et n'a pas eu d'enfant. Cette absence de maternité la dévaste, tout comme le reste. Sa carrière prend l'eau et son nom ne fait plus recette. En 59, elle retrouve son personnage touchant de Nathalie Princess, la petite poupée qui tient tête aux hommes, pour un deuxième volet réalisé par Henri Decoing, dans Nathalie, agent secret. Pour la presse à scandale, la déroute de Martine Carole est une aubaine. Trop gentille pour se rebeller, elle laisse faire, même si l'on raconte les pires âneries. L'actrice part se ressourcer dans les îles, loin de la grisaille parisienne. Au début, cela semble porter ses fruits. Lors d'un séjour en Martinique, elle tombe amoureuse d'un médecin, André Rouvex. Ce dernier s'empresse de vider sa table de nuit. Pilules, calmants et autres cochonneries se retrouvent à la poubelle. Martine commence une cure, soignée par son beau docteur. Elle reprend goût à la vie et annonce avec bonheur son 3e mariage. Pour son 40e anniversaire, en 1960, elle retrouve des couleurs et les faveurs du box-office. Abel Gance, vieux monsieur respectable, auteur d'un incroyable Napoléon de 7 heures, au temps du cinéma muet, débarque avec une nouvelle version, beaucoup plus courte et moderne, intitulée Austerlitz. Pour incarner l'impératrice Joséphine de Beauharnais, 40 ans et toutes ses dents, qui de mieux que Martine Carole, reine des perruques poudrées, princesse des froufrous. Ce personnage aux teintes fanées lui sied à merveille et reflète ce qu'elle est en train de vivre. Une étoile sur le déclin, terne et brillante à la fois. Côté cœur, son mariage avec André Rouvex est un feu de paille. L'homme a cédé aux sirènes du luxe et de la facilité, il travaille de moins en moins, et sans doute est-il fatigué d'être perpétuellement au chevet de son épouse pour l'empêcher de sombrer à nouveau contre la tristesse qui la ronge sans arrêt. De nouveau, c'est le divorce. Pas d'idylle en vue. Oh non non. Ah non, non, vous ne trouvez pas que vraiment 3 divorces ça suffit, non? Elle a souvent envié sa sœur Evelyne, elle qui a choisi une vie sans histoire, avec la petite maison, le gentil mari et les beaux enfants. L'année 61 sera le chant du cygne pour Martine Carole, avec Le Cave se rebiffe, une excellente comédie de Gilles Grangier, avec Jean Gabin comme partenaire. Elle y joue Solange, la femme du cave en question. Une cavette donc. Pour les non-initiés, un cave, c'est un imbécile que l'on peut duper facilement, un pigeon.
Elle est géniale dans cette scène de ravissante idiote, déambulant dans les chambres exotiques d'une ancienne maison close que lui fait visiter un Bernard Blier libidineux, ou cet autre moment d'anthologie qui la voit succomber au charme de Franck Villard, séducteur d'opérette, fiers comme des pans au volant de leur bagnole américaine achetée à crédit. Habituée des drames romantiques, Martine Carol savait aussi faire rire. Malheureusement, sur le plateau, les vieux démons de Martine reprennent le dessus. Fébrile et terrifiée à l'idée de foirer ce second souffle apparu dans sa carrière, elle se donne du courage avec de petits verres qui deviennent vite de grandes bouteilles. Émue et embarrassée, ses partenaires auront l'élégance de fermer les yeux et de l'accompagner du mieux possible, conscient de la profonde détresse qui submerge l'actrice. Elle ne parvient pas à reprendre le dessus et tout recommence. Le divorce, la solitude, la descente aux enfers. Ironie du sort, son dernier film français, sorti en 1962, s'appelle « En plein cirage ». Martine Carol claque la porte et part seule s'installer à Tahiti. Elle retrouve la sérénité pour un temps, vivant dans une simple cabane aménagée, au plus proche de la nature, sous les rayons du soleil et les caresses de la mer. Passionnée par cette culture tahitienne qu'elle défend ardemment, elle se préoccupe de la faune et de la flore, part en guerre contre les promoteurs immobiliers et les touristes imbéciles. Martine est tellement impliquée pour préserver la beauté et la pureté de l'île qu'elle songe même à se présenter aux élections législatives comme députée, avec un discours et des arguments écologistes avant l'heure. Parce qu'ici, je vis pieds nus, je vis comme j'aime. Enfin, je vous dis, il n'y a plus de quoi faire, il n'y a plus rien. J'ai trop vécu, si vous voulez, j'ai fait 42 films, j'ai trop vécu dans ce qui est superficiel, dans ce qui est fabriqué, le cinéma, tout ça. J'ai envie un peu d'être près de la nature, non ? Pendant de longues années, Martine Carol disparaît des radars. Elle aurait pu couler une retraite paisible, seule sur son île, mais il est écrit quelque part que le dernier acte de sa vie aura lieu ailleurs. Courtisée avec prudence et dévotion par un Anglais plein aux as, elle finit par céder à ses avances. L'amour étant plus fort que tout, elle prend la décision de quitter son coin de paradis pour affronter le brouillard londonien. Elle est heureuse, elle se marie une nouvelle fois, tout semble aller pour le mieux, mais dans un coin de sa tête, les étoiles de sa gloire passée brillent encore et la font souffrir. On aperçoit son joli minois une dernière fois, en décembre 1966, lors d'un reportage des actualités françaises sur une fête costumée donnée par Eddie Barclay. C'est sa dernière apparition sur les écrans. 2 mois plus tard, Martine Carol est invitée à Monaco pour participer à un gala caritatif. Elle y fait bonne figure, mais fatiguée, elle préfère monter se reposer dans sa chambre. Lorsque son mari rentre à l'hôtel, ce 6 février 1967, il est 2h du matin. La lumière est allumée, la porte de la salle de bain est entr'ouverte. Le corps de Martine est allongé sur le carrelage. Son cœur a lâché, usé par le malheur et les excès. Elle avait 46 ans. Le verdict du médecin est sans appel, c'est une crise cardiaque. Bien sûr, les journaux spéculent sur ce drame. On parle de suicide ou de fruits empoisonnés. Tout et n'importe quoi. Martine Chéry est morte de chagrin, tout simplement. Comme si cela ne suffisait pas, son enterrement tourne au Grand Guignol. Inhumé une première fois au Père-Lachaise, son cercueil est rapidement transféré dans les Alpes-Maritimes, où vit encore sa mère. Un matin, on découvre son tombeau ouvert, profané, pillé, les bijoux de la défunte ont disparu. La malheureuse sera inhumée une 3e fois, et la date de naissance inscrite sur la tombe n'est même pas la bonne. Jacques Laurent, l'auteur de Caroline Chéry et l'un de ses amis proches, aura cette phrase qui résume tout. Martine était une brune angoissée qui jouait les blondes gaies et gaffeuses. Elle était comme un oiseau de passage qui attendait la balle du chasseur. Complètement oubliée aujourd'hui, et c'est bien dommage, Martine Carol restera à jamais associée à ces merveilleuses années 50, pleines de charme, de couleurs pastel et de saveurs intemporelles. Eh bien moi, j'espère trouver dans mes souliers la même chose qu'il y a 2 ans et l'an passé, c'est-à-dire le bonheur. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.